Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Fait que ça fait 2 épisodes rapprochés, fait qu'on se paye la traite. Yes, sir! Shameless plug, COVID toujours, ça va mieux. Continuez à laver vos mains, gestes barrières, les masques, c'est important. Si vous n'avez pas ces barrières-là, faites-vous vacciner aussi, c'est important. 17 mars, Isaac Montréal présente IoT, sécurité des objets connectés. Le 24 mars, Isaac Montréal, Cyber Threat Intelligence. Également, le 24 mars, IT Wars Canada présente le MapleSec Satellite Series, qui est une reprise de ce qu'il y a eu en février. Du 4 au 6 avril, le Québec numérique présente le Secure, et dont la programmation maintenant est rendue disponible sur le site web du Secure et sur le site web de Québec numérique ou de la semaine numérique, et du 4 au 8, la semaine numérique au complet. 21 avril, Isaac Montréal, l'actualité sur les protections des données personnelles, et 17 mai, Isaac Montréal, les entreprises face aux risques algorithmiques. Vincent, on va commencer avec ta nouvelle, puis dans le fond, on va embarquer sur le cœur du sujet après. Plus de plaintes sur Clearview AI. Oui, écoutez, Clearview AI, compagnie qui a développé de l'intelligence artificielle, un système de reconnaissance faciale extrêmement performant. C'est ultimement, c'est mon opinion, bien personnelle, une très, très belle technologie qui peut avoir des très belles fonctions, des très beaux objectifs. Cependant, comme vous le savez, c'est la façon dont le moteur de l'intelligence artificielle a été éduqué, a été entraîné. La fameuse collecte de photos qui s'est faite de façon un petit peu à l'insu de millions de personnes. Puis on parle ici de quelques milliards justement de photos que la compagnie dispose. Je parle pas d'un milliard d'individus sur la Terre, mais des millions de photos. Certaines probablement d'entre elles sont entrecoupées. Peut-être que certaines d'entre elles, c'est pour proposer à l'intelligence artificielle, je suppose ici encore, un mode de vieillissement pour maintenir justement la reconnaissance. Eh bien, il y a quelques commissaires à l'éthique à travers le pays, ainsi que d'autres nations qui ont commencé justement à avoir des doutes sur le bien fondé justement de cette collecte-là et de son utilisation. Et dernière nouvelle, justement, il y a plusieurs autres nations, d'autres pays qui ont commencé à vouloir poursuivre justement Clearview AI. Dans le petit article que vous allez voir, il dépeigne, c'est pas mon intention ici, là, mais il dépeigne Clearview AI comme étant le pire des contrevenants, justement, dans ce domaine-là. Notamment, l'empreinte faciale viole la loi sur la confidentialité des informations de l'Illinois, le BIPA, et puis ainsi que d'autres lois d'autres juridictions. Première des choses, tant mieux si il y avait des avenants sur justement des avenants protégés par qui nous protègent justement, des avenants d'une loi qui nous protège justement sur une telle exploitation. Je dis pas qu'il faut totalement stopper ça ou revoir ça. Revoir ça, oui, mais pour le bien commun, bien entendu, et la protection des renseignements. Est-ce qu'on couvre tous les angles? Vous savez, le pire qui pourrait arriver, parce qu'il risque d'y avoir procès de plusieurs instances de certaines nations, c'est si c'est public, il y a des gens très allumés qui pourraient déceler les failles justement dans les lois pour contourner, et j'appelle pas ça contourner, même pas, peut-être trouver des mécaniques qui justement passe à travers les mailles du filet. C'est l'autre danger si on se penche pas, justement, de façon pénale, de façon aux yeux de la loi, de façon soit d'un pays, d'une nation, peu importe, d'une façon législative sur ce dossier-là pour s'assurer justement d'apprendre de nos erreurs, de voir, là, il y a des avocats qui se sont mis là-dedans, probablement qu'il y a certains États, certains pays, certaines provinces qui sont justement en train de voir
quelles sont les différentes failles contenues dans ces avenants-là. Permettez-moi d'appeler ça un avenant, là, mais j'ai bien l'impression qu'il y a déjà des gens qui se penchent sur la question pour peut-être faire des recommandations et encadrer justement la pratique de cette technologie-là, justement à des fins bienveillantes ou des fins commerciales tout autres, mais qui n'enfreignent pas justement toutes les lois prévues sur la vie privée. Oui, absolument. Puis c'est une chose, là, c'est IFF là, qui est de l'article dans lequel tu fais référence, sont un peu plus dramatiques dans leur énoncé, puis c'est correct parce que c'est un peu leur mission aussi de l'être. Mais Clearview AI, clairement, et clairement, tu sais, vraiment, les jeux de mots me roulent en bouche. Ça est vraiment dans une mauvaise posture où de plus en plus de pays sont en train de refuser cette stratégie-là. On est dans une époque où eux ont démarré dans un moment où on était très désinvolte face à l'usage des données personnelles. Et là, on a franchement moins. Les législateurs ont intervenu. Le RGPD est un très bon exemple, mais les Américains, dans certains États, tu parlais des lois, la Californie aussi ont des lois qui sont de plus en plus sévères. Le Québec en a adopté une aussi. Sur laquelle COP, je pense que l'anecdote est quand même comique, où Clearview AI a répondu au Québec que non, il n'était pas capable de retrouver les citoyens québécois, donc décidément, il n'était pas capable de retirer les citoyens québécois de la base de données. Donc, on se trouve avec un certain problème face à ce genre de situation-là, où nos photos ont été utilisées contre notre gré par une compagnie qui fait de l'argent sur notre dos essentiellement. Donc, c'est un peu paradoxal, c'est un peu troublant. Donc, on devrait voir, mais ça continue à mal tourner. C'est dans le fond, ça fait plusieurs années qu'on suit cette compagnie-là qui ne fait que de s'enfarger dans des situations malheureuses. Il va falloir aussi trouver des espaces dans la loi parce qu'il y a quand même des usages, tu le mentionnais, légitimes et intéressants de cette technologie-là. Il ne faudrait pas en perdre le contrôle non plus, mais en même temps, vous allez le faire dans des règles dans lesquelles on est confortable de vivre, dans lesquelles nous, comme société, on veut faire. Là. Oui, écoute, tout à fait. Là, ça constitue encore juste mon opinion. Je pense que de facto, il y a une belle utilisation, soit maintenant et dans le futur, avec de la reconnaissance faciale, mais avec des objectifs bien encadrés, bien précis, puis fait de façon justement légitime. Encore là, quand on dit légitime, on parle ici justement on a vraiment on a fourni l'information à l'individu et l'individu est en mesure de prendre une décision libre et éclairée d'adhérer à ce modèle-là, oui ou non. Un peu comme on voit sur les téléphones intelligents, il y a de plus en plus de sites, d'institutions financières, de sites bancaires qui utilisent justement le mode de reconnaissance faciale pour l'authentification. La méthode de contenant pour notre identité biométrique ne se retrouve pas chez le fournisseur. C'est ça qui est très différent justement dans l'emmagasinement de cette information-là. Donc, elle est utilisée exclusivement par nous, pour s'authentifier sur le service et non le service qui fait appel à ces bases de données pour s'assurer que c'est bien nous. Parce que sachez que au niveau des institutions financières, bancaires, l'information biométrique, ils n'en ont pas de besoin. Ils ont d'autres amalgames d'informations qui, agrégées, identifient la bonne personne. Mais pour la méthode d'authentification, il offre une alternative qui est intéressante à ce moment-là. Mais si le téléphone est détruit, perdu ou on le change, vous avez remarqué, j'ai changé d'iPhone, j'ai recommencé. Pourquoi? Parce que c'était sur mon ancien iPhone que cette information-là était contenue, justement. Et ça se fait également sur les téléphones qui sont Android ou peu importe. Mais c'est une belle méthode. C'est facilitant à ce niveau-là. Mais au moins, notre identité biométrique, ne se situe pas dans l'infrastructure qui se trouve dans le sous-sol, finalement, un disque dur du sous-sol d'un individu dont on ne connaît pas. Là, j'aime bien la caricature ici, là. Mais écoutez, je pense que c'est une belle utilisation. Moi, je l'utilise. Ça agrémente, je vais dire, mon expérience utilisateur, mais je dois faire la démarche
de recommencer ma reconnaissance faciale, par contre, à chaque fois que je change mon téléphone intelligent, ce qui est très bien ici. Moi j'adhère à ça là, sans problème. Là. Oui, absolument. De toute façon, ces données-là sont dans ma grotte. Moi, plein de choses sont cachées dans ma grotte où toutes ces données-là sont situées. Non, c'est ça. Dans la mesure où l'utilisateur, le contrôle de son information, là, il y a zéro. C'est le défi, c'est justement de réussir à mettre ça dans les mains de l'utilisateur. Je pense qu'on a encore fait le tour de ce sujet-là. Je pense qu'il y aura encore des débats avec Clearview, fait que on va y revenir à maintes reprises, j'ai l'impression. On va aborder le cœur du sujet. Dans le fond, on va faire une espèce de discussion plus ou moins libre sur ce qui se passe en Ukraine et les incidences que ça a sur le monde de la cybersécurité dans le monde dans lequel on vit, nous, de ce qui se passe, nous, dans nos différents environnements et comment on doit vivre cette situation-là. Vincent, je vais te laisser commencer. Tu avais quelques idées à vouloir démarrer la discussion, puis on va débouler là-dessus pour le restant. Oui, ben écoutez, je ne mettrai pas d'opinion sur ce qui se passe présentement. Là, c'est juste par prudence. Puis c'est pas la guerre, c'est pas mon domaine d'expertise non plus. Là, c'est pas mon grand champ d'intérêt. Toutefois, on pourrait s'attendre, par contre, à une augmentation de cyberattaques qui visent justement des infrastructures qui, si deviennent non opérationnelles, pourraient justement déstabiliser une portion d'infrastructure, mais d'une nation, notamment institutions financières, compagnies d'assurance, services publics. L'idée que j'avais là-dedans, je suis pas le seul à avoir eu cette idée-là, j'en prends pas le total crédit, mais je pense qu'il faut s'attendre prochainement à ce qu'il y ait une augmentation justement de type d'attaque, voire même très, très sophistiquée, ou peut-être même du jamais vu jusqu'à ce jour, sur les différents clients que l'on sert, les différentes compagnies pour lesquelles on travaille, mais notamment les institutions financières pourraient être une forme, des types d'entités qui pourraient être visées. Pensez juste présentement aux sanctions qui sont faites à la Russie. Il y a énormément de sanctions en approvisionnement, dont l'approvisionnement en dollars. Et puis, il n'est pas impossible que le fait de faire des sanctions, on ne subit pas de contre-coup, mais de contre-coup numérique vers nos infrastructures en Amérique du Nord, en Europe ou peu importe les pays qui ont décidé d'offrir des sanctions à ce niveau-là. Ça inclut aussi certaines infrastructures physiques. Notre gouvernement a annoncé aujourd'hui que tout l'espace aérien notamment et portuaire était fermé pour la Russie. Ce ne serait pas impossible que la portion de gestion informatique de nos infrastructures portuaires et aéronautiques pourrait être la cible justement d'attaques qui pourraient être différemment dommageables, bien entendu, d'une attaque physique, mais qui serait dommageable économiquement et de logistique pour notre pays, par exemple. Oui, ben, en ce sens-là, puis moi, je suis d'avis. Là, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent à l'heure actuelle, puis toutes les attaques qu'ils voient sont des attaques russes. Première des choses, ben, les malveillants continuent, n'ont pas arrêté d'opérer parce qu'il y a une attaque en Ukraine. Là. Les malveillants continuent à être ce qu'ils sont, des malveillants, et ils continuent à vouloir voler de l'argent, extorquer les gens. Ça ne change rien. Faut démêler les deux. Ça va peut-être être même un peu difficile pendant cette période de démêler les deux, puisqu'on a tendance à vouloir rassembler au grand méchant, dans ce qu'on attribue en Occident pour le moment, le grand méchant. Puis comme toi aussi, je fais aussi mon disclaimer, là, je suis pas un spécialiste en guerre, fait que je me prononce pas sur ce genre de choses-là, puis je suis pas un analyste en géopolitique non plus, c'est pas mon univers. Moi, on va se concentrer sur les effets de bord que ça a sur en cyber. Il faut distinguer ça. Je suis plus d'avis qu'ils vont s'attaquer à des infrastructures qui vont faire mal à la société. On va voir comme ce qui s'est passé avec Colonial Pipeline, par exemple. Ça est un type d'attaque, à mon avis, qui est beaucoup plus probable parce que ça va vraiment nuire de façon importante, dans ce cas-ci, aux Américains, plutôt qu'une attaque sur Alouette, par exemple, qui va avoir un effet limité sur la société. Même si pour la compagnie Alouette elle-même, c'est très
plate ce qui s'est passé, puis c'est pas souhaitable. Il demeure que je pense pas que c'est une cible privilégiée. Et comme les ressources sont limitées, les attaquants vont quand même concentrer leurs énergies sur des cibles qui sont beaucoup plus payantes en termes d'effets que des citoyens. Mais encore là, il demeure que les malveillants qui veulent voler de l'argent vont continuer à attaquer nos parents, vont continuer à attaquer les petites PME pour essayer d'extorter de l'argent quand même. Puis à la limite, s'ils sont liés au régime russe, bien, ils vont rapatrier de l'argent de cette façon-là. Mais il demeure qu'il faut quand même, je crois, distinguer les deux. Et l'autre volet à ça, c'est pas parce qu'on vit ce moment-là, pas parce qu'il y a une surabondance d'attaques, parce que là, tout le monde s'énerve, qu'on est plus vulnérable qu'on l'était. Là. La vulnérabilité n'a pas changé. Là. Si notre porte n'était pas barrée hier, c'est pas parce qu'il y a plus de monde qui vient de tester la serrure que la porte est plus problématique. La porte a le même problème qu'hier. Donc, en même temps, c'est un peu un regard qu'on doit avoir sur nous, au sens où ce serait peut-être de mettre les vraies énergies aux bonnes places pour se protéger contre les attaques en cyber. Là, on a plus de monde qui regarde, mais il demeure que hier, la vulnérabilité était la même qu'aujourd'hui. Là. Puis les Russes, dans quelques exceptions près, là, pour les attaques plus sophistiquées, ne feront pas des attaques à la SolarWinds, par exemple, dans un délai aussi court. Ils vont aller vraiment pour les attaques qui sont très faciles et très accessibles, donc qui exploitent des vulnérabilités qui sont connues et disponibles présentement. Oui, écoute, je suis très d'accord avec toi, effectivement. Puis on peut utiliser justement cet événement-là comme peut-être opportunité, puis je ne veux pas être très optimiste ici, là, mais opportunité peut-être pour revoir aussi nos priorités. Tu l'as dit, là, si la porte était mal barrée hier, à matin, plus ou moins d'attaques, ça ne change rien. Il s'agit que quelqu'un s'attaque à notre porte, puis il y a un fourrage, là. Hein? Peut-être revoir certaines de nos priorités, puis peut-être revoir notre modèle, justement. On est tous affairés dans notre domaine à faire nos propres scans à l'interne, faire notre propre vigie, revoir l'ensemble de nos architectures et des mécanismes de sécurité qui protègent nos portes d'entrée. C'est peut-être le temps aussi de se dire, attendez un petit peu, là, c'est quoi nos portes d'entrée qui pourraient effectivement mettre à terre l'ensemble du système? Puis des fois, là, c'est des portes d'entrée où il n'y a aucune information sensible au système névralgique qui réside. Ça peut arriver, ça aussi. C'est l'opportunité de regarder nos plans de continuité, pérennité. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais ça survenait pour s'assurer justement de mobiliser les ressources, de se bâtir un plan clair, puis de dépenser le bon argent à la bonne place, puis justement rehausser notre infrastructure. Oui, cet événement-là est malheureux. Peut-être qu'on peut le voir comme une opportunité, mais Nicolas puis moi, on est très conscients de ce domaine-là. Ça devrait en tout temps être revu, puis pas revu aux 3 ans, à être revu constamment pour s'assurer qu'on met les priorités aux bonnes places, qu'on dépense l'argent aux bonnes places, qu'on revoit notre modèle aussi. Je sais qu'on s'écarte un peu, là, mais j'embarque dans un plan de gouvernance du cyber, là, c'est pas un plan triennal. Je suis désolé, là, aux 6 mois, il faudrait revoir justement le plan de priorisation. Il faudrait regarder, oubliez pas, hein, la pandémie a fait qu'on a fait vraiment un lift and shift vers l'info nuagique. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas nécessairement les compétences nécessaires pour avoir une bonne interprétation en matière de sécurité. On s'est beaucoup fié aux fournisseurs et à leurs compétences, mais sachez qu'en termes de continuité, l'expérience doit revenir justement à l'entité. Fait que assurez-vous de rehausser les compétences de vos gens, revoir justement vos plans de priorisation en termes de sécurité et de cyber. Moi, je dis au moins 2 fois par année, puis je le dis par expérience, parce qu'il y a beaucoup d'introductions de nouveaux artefacts dans votre infrastructure,
beaucoup d'introductions de nouveaux fournisseurs qui deviennent des artefacts pour lesquels vous avez une dépendance dans votre prestation de service. C'est très important de revoir votre modèle. Puis, il y a un événement de vie qui est en train de se produire qui justifie pleinement la revue justement de vos priorités pour vous assurer de recadrer tout ça puis vous assurer que le cadre existant, s'il fonctionne, ben tant mieux, parce que ça va être facile de le faire évoluer puis de shifter justement vos priorités dans ces dossiers-là. Mais première des choses, assurez-vous d'avoir les compétences nécessaires puis documenter votre architecture, là. Documenter, c'est bien. Puis même au-delà de la documentation, puis là, on va peut-être, je diverge un peu sur toutes les leçons de l'art de la guerre puis le prince. C'est-à-dire que c'est très important de connaître vos infrastructures. C'est très important d'avoir une maîtrise impeccable de vos infrastructures parce que c'est à partir de cette information-là que vous êtes capable de vous défendre correctement. Donc, à ce moment-ci, tous les gens en TI qui ont une bonne maîtrise, on savent déjà où sont leurs problèmes, où sont leurs portes d'entrée. Donc, à ce moment-là, comment ils peuvent bloquer ces dites portes d'entrée-là. J'ai fait mes mêmes travaux sur mes propres infrastructures. J'en ai profité pour jeter quelques éléments dévieillissants dans mon infrastructure qui pouvaient me porter à risque pour justement dans cette séquence-là. Il faut connaître ça, c'est très important. Donc, la documentation, à l'heure actuelle, beaucoup d'organisations ont investi puis ont négligé. Un peu, malheureusement, ce qu'on fait avec nos routes, c'est-à-dire que on la construit, mais on l'entretient jamais. Fait que maintenant, on est étonné pourquoi elle est tout brisée et plein de trous, mais c'est parce qu'une route, ça s'entretient. C'est comme toute chose, comme une maison, ça s'entretient. Il faut changer le toit à tout un certain nombre d'années. Il faut faire un certain nombre d'entretiens normal, comme sur notre voiture, c'est comme des éléments comme ça. Mais en TI, on a comme l'impression que c'est pas nécessaire de faire ce genre de choses-là. Fait qu'on amène dans une espèce de réflexion qui nous amène à échouer. C'est ça qui est très drôle parce qu'on est le propre acteur de notre malheur dans ce cas-ci parce que on ne veut pas investir. Contrairement à ce qu'on devrait faire, qu'on fait dans d'autres domaines par ailleurs. Si je n'entretiens pas ma voiture, le fabricant ne voudra pas honorer sa garantie. Là. Il y a comme une présomption que je fais les entretiens de base, changement d'huile et ainsi de suite. Donc, tu sais, il y a comme ce genre de choses en TI, on le fait pas, on a de la misère. Tout récemment, on a commencé, ce que j'ai vu, à appliquer les correctifs de façon vraiment régulière. Là. Mais tu sais, c'est récent dans l'univers des TI à quel point on a négligé. Puis je suis pas mal sûr qu'on a du monde qui a des Windows XP, des Windows 2000, pas patchés, qui traînent dans leur environnement et qui savent probablement même pas. Fait que sont passifs de plusieurs fautes. Pas connaissance de leur environnement, pas l'entretien normal, pas ce genre de choses-là. Puis ensuite, on s'étonne pourquoi les Russes vont venir nous tabasser, ben n'importe qui, dire toute personne qui est fâchée contre nous ou qui veut nous voler de l'argent va venir nous tabasser. Là, c'est rendu là, on est dans une ruelle sombre le soir, puis on n'est pas suffisamment bien préparé. Tu as bien raison, mon cher Nick. On est dans une ruelle sombre, écoute, puis on n'est pas méfiant. On n'est pas méfiant. Effectivement. Et puis, on n'est pas suffisamment armé. Puis, c'est pas en mettant notre hoodie ça noix qu'on va être plus protégé, là. Puis, en faisant ça, ben Nicolas voit mon visage. Je suis pas caché, là. Ouais, t'es comme un chat, t'es genre, tu te caches, on voit les oreilles, on voit tout, mais comme on voit pas les yeux, t'es convaincu qu'on ne te voit pas, là. Ouais. Fait que, somme toute, là, présentement, ben, soyez vigilants. Puis succombez pas à la fatalité de croire que c'est normalement les Russes qui sont en train justement de poker vos ports parce que, comme Nicolas le disait, là, les malveillants, ils sont là puis ils ont pas arrêté. En fait, ils ont pas pris une sabbatique à ce moment-là. Là. Les malveillants veulent votre argent. Alors, ils n'ont sûrement pas arrêté. Mais c'est ça, succombez pas à fatalité là, pour essayer de penser que c'est automatiquement les Russes ou des pays alliés ou quoi que ce soit. Là. Puis en plus de ça, de toute façon, ça ne change rien. Votre porte était débarrée.
c'est à vous là, de mettre une serrure suffisante, là, un loquet, une barre de fer, puis en passant, une barre de fer sur une planche de bois, ça marche pas. Là. Ça prend aussi un petit élément d'acier sur lequel appuyer la barre de fer dans le plancher pour que ça fasse chier celui qui essaye de défoncer. Mais tu sais, ça changera absolument rien. Cependant, il se peut que certaines entités qui ont une prestation de service dont l'interruption pourrait faire très mal, vous soyez plus attaqué justement qu'à la normale. Fait que soyez vigilants, mais assurez-vous justement d'appliquer la bonne gouvernance là-dedans. Là. Absolument. Puis tant qu'à aborder ça, puis tu l'as vu tu as touché quelque peu. L'Ukraine, il y a comme une espèce, en tout cas l'Ukraine, il y a une espèce de recrutement de monde ou de la cyberarmée, entre autres pour les Ukrainiens le font, mais Anonymous s'est présenté, un paquet de gens qu'on pourrait appeler en anglais des vigilantes, des gens qui veulent faire de justice eux-mêmes pour ce genre de situation-là. C'est une lame à double tranchant. Oui, ça peut nuire à l'ennemi dans ce cas-ci qui est perçu. Mais de toute façon, les Russes font la même chose. Fait que c'est de bonne guerre. Mais cela étant dit, dans un contexte où nous, on veut se présenter du côté défendre les intérêts ukrainiens, on crée énormément de bruit en se mêlant de choses qui ne nous regardent pas parce qu'il y a des gens, des professionnels que c'est leur job de faire ce genre de choses-là, d'attaquer ou de surveiller ou de retracer les choses. Fait que si on commence à déstabiliser les infrastructures de TI de l'adversaire, dans ce cas-ci la Russie, on nuit à ces gens-là parce qu'on vient créer du bruit, on vient les empêcher de travailler. Fait que c'est très, très gris comme univers de voir est-ce qu'on doit vraiment hacker les choses, est-ce qu'on doit vraiment mettre les choses. Par ailleurs, puis il y a quand même des succès, puis là, c'est là où ça devient très gris. Le groupe Conti s'est fait infiltrer ou un de leurs membres, qui était probablement ukrainien, a fait fuiter de l'information. Fait qu'on a vu toutes les communications internes de ce groupe de malveillants-là être fuitées sur Internet. Donc, on est dans un univers où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est beaucoup moins clair où on doit se situer. C'est sûr que de point de vue légal, en tant que citoyen en Occident, veillez à respecter les lois parce que même si vous hackez de façon en représailles le peuple que vous jugez ennemi, ça ne vous soustrait pas à vos lois locales, ça ne vous soustrait pas à rien. Donc, à ce moment-là, soyez quand même vigilants parce que en pratique, à l'heure actuelle, il n'y a que l'Ukraine et la Russie qui sont en guerre. Il n'y a aucun autre pays qui est en guerre pour le moment, officiellement. Donc, on n'est pas dans un régime de cette nature-là. Fait qu'il faut être quand même prudent et s'assurer qu'on ne vient pas foutre le bordel, finalement. Oui, tu l'as bien dit. C'est à double tranchant. On peut mettre de l'huile sur le feu. Puis comme tu as dit, on ne s'est pas méfié. L'Ukrainien a fait fuiter de l'information qui pourrait être effectivement utile au pays adverse. Puis la cyberguerre, puis la guerre pour vrai, les impacts sont différents. L'objectif est le même. Le même, similaire à quelque chose près, à quelques éléments près, mais c'est les impacts qui sont différents à ce moment-là. Puis l'information de nos jours, c'est de l'or. Fait que est-ce que ce pauvre pirate-là, malheureusement, qui a joué dans les mauvaises plates-bandes, l'information qu'il a fait fuiter pourrait intéresser puis servir justement à l'envahisseur. Peut-être que oui, peut-être que non, mais faut faire attention. Dans la game dans laquelle on joue, faut jouer justement dans le carré de sable dans lequel on est à l'aise, dans lequel on comprend, dans lequel on est capable de s'encadrer versus un envahissement qui a une échelle puis une dimension complètement différente où l'information est intéressante à ce moment-là. Là. Fait qu'il faut juste être prudent. Quand j'ai vu justement les différentes annonces sur Facebook la semaine passée, mais où est donc Anonymous? Et que tout d'un coup, Anonymous
fait surface et puis on fait ci, on fait ça, ben ce qui devait arriver arriva. Là. Il y a eu un petit maillon moins bien attaché qui a fait fuiter de l'information. Et peut-être que on ne sait pas encore parce que moi, j'ai pas vu de répercussions réelles présentement diffusées, mais ça pourrait jeter justement de l'huile sur le feu qui pourrait prendre des proportions extrêmement dévastatrices. Oui, puis je trouve ça intéressant l'angle que tu apportes parce que là, on est dans un univers où c'est juste les pays du G7 doivent se coordonner ensemble. Tout ça est complexe. Puis là, on a des gens qui viennent intervenir dans ça, qui n'ont pas la vision d'ensemble, qui n'ont pas accès à toute l'information. Puis, je veux dire, puis en toute humilité, moi, dans mon salon, dans ma grotte, j'ai aucune idée des stratégies des pays qui agissent dans ce contexte-là. Aucune façon. Je ne sais pas l'information qu'ils disposent. Je ne sais pas tout ça. Fait que, tu sais, je ne veux pas non plus leur nuire puis les s'empêcher de travailler correctement. Fait que là, on est comme dans c'est une lame à double tranchant, c'est très complexe. Puis il ne faudrait pas se mettre non plus de point de vue notre responsabilité légale en jeu. Là. On a vu que quand même, avant que tout ça éclate, la Russie a quand même ont emprisonné un certain nombre de personnes, de groupes criminels quand même qui faisaient des rançongiciels. Fait que tu sais, il n'est pas dit que si la guerre se retrouve, on retrouve une paix relative suivant ça, que la Russie fasse pression sur l'Occident pour revenir arrêter les gens qui ont créé des choses dommageables. Ah, effectivement. J'ai complètement oublié mon idée. Mais j'espère que ça va me revenir, Colin. Tu parlais de quelque chose, j'ai été déconcentré. Tu as parlé de l'arrestation. OK, tu as parlé de l'arrestation de gens qui produisaient des rançongiciels. Bon, effectivement. Mais j'ai quand même perdu mon idée, Colin. J'avais une maudite bonne idée. Tu vas être obligé de couper ça au montage. C'est dommage de perdre une bonne idée comme ça. Là. Je vais devoir te faire travailler, Colin, de bin. Juste un petit concept là, auquel j'avais pensé, là, Batins. Mais c'est ça. Somme toute, faut comme l'adage le dit, de temps en temps, faut choisir nos guerres. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est simplement une petite blague de moyen goût, disons-le. Peut-être qu'éventuellement, Anonymous va faire partie du G8 s'ils veulent être encadrés dans une telle participation. Mais ça s'est vu de toute façon. En fait, toutes les hypothèses d'un disruptor dans un conflit X, donc un élément tiers qui s'insère dans le conflit, a toujours aggravé la situation. Ou, somme toute, presque toujours, il ne faut pas être trop noir et blanc, il faut nuancer un peu, a presque toujours venu aggraver la situation parce que ça remet en doute les deux parties sur leur stratégie. Pensez, écoutez, je ne sais pas si c'en est un, vous pensez à la Deuxième Guerre mondiale. L'envahisseur allemand voulait étendre son territoire, voulait agrandir en fait son terrain, tout simplement. Et puis avait aussi une haine envers un certain groupe. Et puis au travers de ça, les États-Unis ont décidé de s'allier avec les Anglais puis les Français notamment pour combattre les Allemands. Et les Japonais se demandaient pourquoi ils n'avaient plus d'approvisionnement en pétrole. Et puis, au lieu d'amorcer un dialogue en disant « Salut mon grand, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? J'ai pas ton ravitaillement. Je m'excuse, j'ai oublié de t'envoyer le mémo. On accompagne l'Europe à la guerre. » Je caricature ici. Ça a fait que les Japonais, de l'autre côté, ont tout de suite vu un élément qui, pour eux autres, était une forme d'agression. Donc, ils sont intervenus, oui, à Pearl Harbor. Ça a créé des dommages phénoménaux, justement, à Pearl Harbor. Et au travers de ça, il y a les Italiens, les Romains, finalement, d'où ils sortaient, eux autres, les Romains, pour pas se battre avec les Allemands, mais être un peu du même bord
sans se tirer dessus, dans cette Deuxième Guerre mondiale-là, on n'a pas beaucoup entendu parler de ça. Écoute, pour moi, ça n'a pas duré longtemps pour les Italiens, là, mais qu'est-ce que les Italiens venaient faire là? Des petits éléments comme ça viennent un peu briser ce que j'appelle le rythme déjà planifié par les grands stratèges, et ça vient déstabiliser, mettre de l'huile sur le feu, puis aggraver de façon très, très phénoménale justement la situation. Dans ce cas-ci, on parle de perte humaine, là, ce qui est pas une mince chose, là. Oui, fait que ça, on verra. De toute façon, le conflit est très jeune au moment où on enregistre. C'est très. On espère qu'il ne se tuera pas, puis tout ça, là, mais on va voir comment les répercussions vont aller dans le temps aussi, parce que cette force-là qui a été initiée, pour ceux qui travaillent plus dans les centres opérationnels de cyberdéfense, ont vu quand même une augmentation qui a précédé la déclaration de guerre à ce moment-là. Donc, c'est pas nouveau que les Russes s'alignaient vers ce genre de choses-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça, ces indicateurs-là, de voir comment ça se déroule. Puis, ça veut dire que d'autant plus, il ne faut pas relâcher nos efforts pour durcir nos environnements, pour résister à ça, parce que si là, à ce moment-ci, ça va devenir vraiment, si c'était déjà sans pitié, ça va devenir encore plus sans pitié, parce que là, on fait face à un belligérant qui est hautement agressif, là, qui n'en veut plus que pour notre argent à ce moment-ci, qui veut aller plus loin. Donc, on a des situations qui sont probablement beaucoup plus problématiques en termes de potentiel. Il y a eu quelques attaques là, aux États-Unis, entre autres, puis ça, c'est des choses connexes, où il y a eu des tentatives d'attaque sur le réseau électrique américain, par exemple, coordonnées par des gens connaissants. Donc, tout ça est possible. Puis là, on parle du cyber, mais le monde kinétique existe encore. En Ukraine, les autres, ils le vivent de plein fouet. Là. Les autres, ils voient les éléments se déchaîner autour d'eux. Mais même ici, ils ont des agents qui peuvent intervenir. Puis l'exemple qui avait été, c'est qu'il y avait eu des attaques sur des sous-stations électriques. Et cette sous-station-là faisait tomber une certaine partie du réseau. Et ils ont réussi, en l'espace de peu de temps, de réussir à complètement neutraliser une sous-station et donc la capacité de réussir à pénaliser le réseau électrique américain. Et il s'agit de voir à quel point la panique a pris juste sur le Colonial Pipeline, qui est quand même, dans l'ensemble, c'était pas un énorme bris d'approvisionnement. Puis la panique s'est générée. S'il fallait que toute la côte est américaine perde d'électricité, par exemple, ce serait beaucoup plus dommageable. Puis on l'a vu d'ailleurs au Texas, tous les éléments tristes qui se sont passés quand ils ont perdu, que le réseau électrique texan a complètement flanché parce qu'il faisait froid. À ce moment-là, de voir à quel point les gens se font plein de gestes un peu paniqués, puis et ainsi de suite. Donc, s'il s'agit que ça soit à plus grande échelle, j'ai l'impression que c'est plus que du papier de toilette que le monde va aller se battre à l'épicerie. Je pense que ça va être beaucoup plus grave. On va être beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans les films de zombies ou les films de cataclysme. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Puis, on expose de plus en plus nos infrastructures publiques, justement, qui supportent des éléments dont la population dépend. Faut s'assurer que ces éléments-là soient suffisamment surveillés, que la porte soit suffisamment barrée. Puis, mais d'autant plus, il faut justement accroître notre soft skills, justement, de vigilance pour s'assurer qu'effectivement, on a une captation de différents événements, puis développer notre méfiance du moment qu'on voit un soupçon de faire une investigation très rapide. Il risque d'y avoir du faux positif, bien entendu, mais il y a certains événements, comme présentement, où c'est totalement justifié d'avoir une méfiance peut-être un peu plus accrue pour justement éviter que certaines brèches se produisent et que le pire survienne par la suite. Tu sais, une côte ouest complètement dans le noir, c'est une belle porte d'entrée, là. C'est une belle porte d'entrée, puis c'est un beau territoire, justement, pour commencer à faire des méfaits. Mais bon, j'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est pas mon domaine.
Mais d'autant plus que, en plus de faire une belle porte d'entrée, tu l'as dit, ça peut tu peux semer justement la panique envers ta population. Tu peux perdre totalement le contrôle justement de ta population. Puis si tu as envie de coordonner des efforts, c'est pas possible dans ce temps-là, quand l'état de panique est installé. Sachez que l'ennemi, l'envahisseur, ben, l'état de panique, pour lui, c'est un allié. Et puis, faut essayer de contrer ça le plus possible. Ouais, je suis pas sûr que dans ce cas-ci, les Russes vont s'apprêter à venir envahir l'Amérique du Nord, mais juste de se défaire, dévier l'énergie, c'est-à-dire que là, on concentre nos énergies à lutter contre l'invasion russe, par exemple. Mais si on doit gérer une crise locale, cette énergie-là va être déviée, fait qu'on n'aura plus la capacité de lutter contre ça. Fait que ça va être une stratégie qui, pour les Russes, vont les avantager parce qu'on va arrêter de se concentrer sur eux autres, on va régler nos problèmes domestiques avant. Et généralement, c'est toujours bien de régler tes problèmes domestiques avant de commencer à régler les problèmes des autres, là. Fait que on va probablement concentrer sur notre situation qui est en ce sens-là. Moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais sur cet élément-là. C'est sûr que la guerre est encore très jeune. Les éléments au niveau cyber aussi sont encore très jeunes, même si ça l'a quand même précédé un peu. On n'a pas vu d'éléments, en tout cas, d'un point de vue public, qui sont encore très clairs, à savoir qu'il y a beaucoup de choses. Je sais que les compagnies de sécurité sont ceux qui vivent. Les centres de cyberdéfense sont ceux qui vivent. C'est de bonnes choses. Il faut profiter, en tout cas, de ce malheur-là pour justifier des investissements massifs en cybersécurité parce que c'est quand même un rappel important. Puis même l'Allemagne s'en est rendu compte et a commencé à changer ses budgets de point de vue militaire, justement, parce que là, ils ont été peut-être un peu plus doux pendant les dernières années. Puis là, ils se sont rendus compte que l'univers, même si on était dans une certaine paix relative, les malveillants demeurent là, les gens hostiles demeurent là. Donc, on commence à faire ça. Fait que ça serait bien que ça se répercute sur l'ensemble de nos compagnies, de nos infrastructures, de nos gouvernements. Ah oui, je suis d'accord avec toi aussi. Il faut peut-être revoir certains organes, justement, de défense, puis rehausser massivement notre cyberdéfense, le Canada, c'est très grand, avoir peut-être une force de frappe. Quand je parle d'une force de frappe, je parle pas commencer à attaquer, là, mais du moment où on a besoin de sa défense, la meilleure défense, c'est l'attaque, mais que ça soit très coordonné. Fait que faut rehausser justement les compétences puis les effectifs, les mécanismes justement de sécurité et puis laisser nos jeunes penseurs qui sont très innovateurs puis très créatifs, laissez-leur leur place à leur créativité et écoutez-les. Ils ont peut-être des choses. Je le sais que l'image conservatrice du chef d'un département de cyberdéfense a entre 50 et 65 ans, a connu le VIC-20, mais nos jeunes sont extrêmement allumés aussi. Toutes les idées créatives sont bonnes pour investigation et peut-être mises en œuvre dans ce domaine-là. C'est leur territoire, c'est leur avenir, c'est eux autres qui vont vivre avec leurs différentes créations, leurs différentes innovations. Je pense que c'est une école qui se renouvelle à tous les 3 ou 6 mois, justement, le cyber. Fait qu'il faut écouter justement nos penseurs dans ce dossier-là. Tout à fait. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Ne paniquez pas. Faites juste rester calme. Mettez vos énergies où ça doit être et défendez vos infrastructures, justement, parce que c'est peut-être comme ça qu'on va réussir collectivement à aller de l'avant. Oui. Bonne semaine. Et puis, j'espère que le conflit va arrêter bientôt et que ça va se terminer sur ça ne se terminera pas sur une bonne note, mais que ça se termine du moins et que ça se règle.